Bonjour Nick Payne. Bonjour Rémi Villemur. Donc, la juge dans le procès des hockeyeurs accusés d'agression sexuelle à l'endroit d'une jeune femme est en train de lire son jugement. C'est un verdict qu'on attend avec impatience, même si on devine, là, parce qu'elle a commencé la lecture de son jugement, on devine, même si on ne peut pas le confirmer, que ça se dessine pour être un verdict de non-culpabilité dans cette histoire-là. Si vous voulez commenter, si vous voulez nous appeler en studio 187 Cube Radio. Nick, première réaction sur ce verdict qui, je le répète, s'annonce pour être un verdict de non-culpabilité. Ben, c'est la conclusion annoncée d'un feuilleton qui dure, qui traîne dans notre décor médiatique depuis des très longtemps déjà. Depuis 2018, c'est à travers cette histoire-là qu'on a appris notamment qu'il y avait à Hockey Canada un fonds dédié au dédommagement, à l'amiable, confidentiel en général, des victimes alléguées de toutes sortes d'agressions et de présumés, je suis obligé de dire comme ça, viol collectif et autres trucs sordides du genre. Là, comme tu viens de le dire, la juge Maria Caroccia dit, pas les mots sont forts, elle dit que le témoignage de la plaignante n'est ni crédible ni fiable. Pense au poids des mots, là. Ouais. C'est pas, je suis pas certaine, il y a certaines incohérences, mais peut-être que par contre, il y a ceci. Non, ni crédible, le témoignage tout court, pas tel ou tel passage. Alors, elle n'est pas crédible, c'est déjà très lourd. Quand est-ce qu'on n'est pas crédible? Bien, quand on a fait la démonstration plus ou moins forte que ce qu'on dit un peu n'importe quoi, c'est quand même grave comme terme. Ni fiable, bien, c'est un peu la même chose. Je ne peux pas me fier sur vous. Pour toutes sortes de raisons, ce que vous dites ne peut pas être pris au sérieux. Quand on lit par ailleurs les extraits qui sont assez documentés tout de même là, de son témoignage à la plaignante, effectivement, bon, il y a toutes sortes d'incohérences, mais c'est sans doute le lot de beaucoup de personnes qui témoignent dans des causes comme celle-là, où c'est leur parole contre celle d'autres, et puis là, il y a des fois l'alcool qui est en cause, les blancs de mémoire, les mécanismes de protection ou d'acceptation. Par exemple, la plaignante disait, j'ai adopté, pardon pour ceux qui n'aiment pas les mots crus ou directs là, à l'heure du dîner, mais elle a dit, j'ai adopté pendant l'agression une attitude de star pornographique pour accepter, pour vivre cette affaire-là plus facilement. Ce qui a fait dire évidemment aux avocats de la défense, ben, si vous aviez ce comportement, peut-être qu'effectivement, ceux qui vous agressaient étaient convaincus que vous étiez consentante. Alors, En fait, ceux qui étaient dans la chambre avec vous étaient c'est ça, consentants. en effet. Parce que, oui, tu as bien raison, l'avocat n'a certainement pas dit ça comme moi je le dis. Il a dit ceux qui étaient là, que vous accusez de vous avoir agressé, pensaient peut-être que vous étiez consentante. Ce qui s'entend, évidemment. Alors, finalement, on a envie de dire tout ça pour ça. Et moi, je veux rappeler une chose là-dedans, parce que pour une seule raison, parce que je pense qu'on ne la rappelle pas assez, c'est que, d'une part, la cause des violences faites aux femmes et des agressions sexuelles est très loin d'être un problème réglé. Je m'écoute parler, puis c'est presque ridicule ce que je dis, tout le monde en convient, mais il faut quand même le rappeler, c'est une cause grave et importante, mais ce qui est aussi important, c'est l'état de droit. Et je faisais une revue tout à l'heure, Rémi, en préparation de notre entretien, de la couverture médiatique depuis le début de cette affaire-là. Puis, tu sais, au minimum chez les titreurs, là, mais aussi chez plusieurs commentateurs, on a passé outre pas mal souvent. Hein? L'état de droit, là, disons qu'il est assez... il a subi une agression, lui aussi, d'une certaine façon. Je peux employer ce mot fort. Souvent, on titrait, je vois cet article, je l'ai sous les yeux, de Radio-Canada, qui titre « Viol collectif, : telle affaire. Comme s'il était déjà entendu qu'on que parlait d'un c'était un viol viol. collectif. Oui, tout à fait. On ne le sait pas, malheureusement, j'ai envie de dire. Ça a tout l'air de ça, mais pas complètement non plus. Ça existe, l'état de droit, et lorsque l'avocat en moi, je ne suis pas avocat, mais si je me mets dans l'esprit d'un avocat de la défense ou d'une personne qui croit encore en le concept d'un projet juste et équitable et d'une justice, et là, je pense à ces accusés-là,
ils n'en sortiront pas indemnes, hein? Quoi qu'il s'est passé ce jour-là. Puis je te lis un autre Nick, élément qui m'a je t'arrête Vas-y. tout de suite. Je pense, n'ayons pas peur des mots, je pense que leur vie est à peu près finie. C'est-à-dire que d'ici la fin de leur jour, on va écrire leur nom sur Google, puis c'est ça qui va sortir, là. Hein? Je ne sais Donc, pas si leur vie mais finie, mais au minimum, la carrière au hockey, là, puis la non, mais ça, gloire, c'est terminé. puis, Ça, c'est terminé. Mais même s'ils veulent passer une entrevue d'embauche, hein, maintenant, on fait des recherches sur Internet, on tape le nom de la personne, on a des commentaires, Cybèle? Ben, écoute, ce que je voulais dire, c'est surtout parce que tout le monde partage son opinion depuis ce matin par rapport à ça. Puis même si le verdict est tombé, c'est tous ces gens-là qui nous écrivent depuis ce matin ont déjà leur opinion de fait. C'est déjà clair dans réglé. leur tête, pour la majorité de ce que je reçois, que les hommes étaient dans le tort, que c'était un viol, et même s'ils sont acquittés, ben c'est pas l'opinion publique. On le voit déjà et c'est même pas terminé. Non, parce que les tribunaux les plus puissants aujourd'hui, ce sont pas les tribunaux officiel, c'est le tribunal populaire. C'est celui-là qui a le dernier mot à dire, surtout. Tu parlais de comment ça a été rapporté dans les médias, toute cette histoire-là. À un moment donné, durant le procès, il a été question on parlait tantôt d'incohérence, mais d'une incohérence assez majeure. J'en ai parlé tantôt en ouverture d'émission. C'est la plaignante, donc, qui se disait victime. Et là, je dis qu'il se disait victime parce qu'on se dessine, je le répète, pour les gens qui viennent de nous rejoindre, vers un verdict de non-culpabilité. Donc, c'est une plaignante et non pas une victime. Ben oui, c'est le terme légal approprié. La plaignante, donc, elle avait enregistré des vidéos avant l'acte sexuel et pendant l'acte sexuel, ou enfin pendant et après, pas avant. Pendant et après, dans des vidéos dans lesquelles elle disait « je suis consentante ». Et ça, il fallait vraiment fouiller là, pour le découvrir, cette affaire-là. C'était pas le titre d'aucun article de presse qui rapportait les déroulements de ce procès-là. C'était toujours vers la fin, en arrière d'un petit sous-titre, une petite section à la fin du reportage. Les médias ont un petit peu raté leur coup là-dessus, là. Oui, là, j'entends déjà ceux qui vont nous dire, en nous écoutant, ou qui vont se dire, mais vous défendez des agresseurs, vous défendez les violeurs en général. Je ne défends absolument pas, ni ne cautionne ce genre de comportement, puis je vais être à vos côtés si vous voulez militer, manifester, travailler à en venir à bout de ce problème-là. Je ne sais pas malheureusement, si on y arrivera complètement un jour, mais c'est une cause grave, je le répète. Mais l'État de droit, c'est important aussi. Donc, oui, tu as raison, Rémi, le procès populaire, si c'est pas le plus puissant, à tout le moins, c'est un contre-pouvoir. C'est un autre pouvoir qui vient jouer. Puis, je blâme pas les gens, cela dit. On a le droit d'avoir son avis. Tout le monde n'est pas juriste. Et puis, tout le monde a le droit de se faire son idée à partir des éléments qui sortent, notamment dans les médias. Puis, effectivement, des jeunes hommes dans le milieu du hockey, une jeune femme sous l'effet de l'alcool, le bar, la chambre d'hôtel. Moi aussi, je présume davantage de la culpabilité de ces jeunes hommes-là que du contraire. Mais je n'en sais rien. Je n'étais pas là. Puis je te lis un autre extrait qui m'a fait réfléchir dans les articles que j'ai lus ce matin. C'est une spécialiste de l'Université de l'Alberta. Elle dit ceci, elle dit « Quelle que soit l'issue de ce procès, cela aura eu pour conséquence de faire le procès de la masculinité et de la culture du hockey. » Elle s'appelle Madame Gottel. Elle dit « Car même si un juge conclut à l'absence d'agression sexuelle, ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel est profondément troublant. » Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, moi, si j'étais un journaliste rigoureux, je n'aurais pas ajouté... Ou enfin, si j'avais mis cet extrait-là, entre guillemets, dans un article, je me serais empressé de dire ensuite, évidemment, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans la chambre. Alors, d'autant plus, Nick, que faire le procès du hockey, il faut quand même réduire un petit peu à la baisse nos ambitions dans la vie. Là. Faire le procès d'un sport parce qu'il y a des garçons qui ont été... peut-être un petit peu inappropriés ou en tout cas qui n'ont pas eu la meilleure idée du siècle. On a des commentaires qui continuent de rentrer, Cybèle? Oui, il y a quelqu'un qui dit, puis je sais pas, bon, si vous voulez y aller ou pas, je vous lance ça, les gars. Quelqu'un nous dit, 2 gars qui discutent d'un jugement qui aura des grandes conséquences sur les femmes, dommage. J'aime pas ce commentaire-là. Oui, justement, parce que c'est le rôle des médias d'en parler. Je pense pas que les hommes devraient moins en parler que les femmes. Je sais même pas si vous voulez réagir à ça. Moi, je vais réagir. C'est le genre de commentaires qui rentrent. Je vais juste d'abord préciser que tu es une femme, Cybèle. Donc, on est 3 autour de la table. Tu es une femme. Il y a 2 hommes, effectivement. Par contre, c'est un sujet de société. Les femmes peuvent être entendues. Elles peuvent partager leur point de vue. Elles peuvent s'exprimer. Elles peuvent écrire des lettres ouvertes. Elles peuvent écrire des livres. Elles le font déjà d'ailleurs et c'est souhaitable.
Et moi, je vois pas pourquoi je devrais sortir de la conversation parce que je suis un homme. À ce que je sache, il y a des hommes, il y en a même plus qu'une femme qui sont impliqués dans cette histoire-là. Je vais apporter une réponse nuancée pour Vas-y, faire Nick. contrepoint. Est-ce que, comme homme, je peux, à l'occasion, m'identifier davantage dans quelque situation que ce soit, dans quelque récit que ce soit? Là, je ne parle pas d'une question, d'un scénario où il y a des agressions sexuelles, mais de façon large, est-ce que je peux m'identifier plus facilement à d'autres hommes ou à des hommes qui me ressemblent? Probablement. Est-ce que je suis pour autant incapable de comprendre dans quelle position peut se retrouver une victime d'une forme ou d'une autre d'agression? Je pense pas. Je pense que je peux comprendre ça aussi. Par ailleurs, est-ce que moi, comme homme, intello, machin truc, pas particulièrement porté sur comment dire, les clichés de virilité qu'on voit dans le hockey, est-ce que je m'identifie à ces gars-là? Vraiment pas beaucoup, je vous dirais. Alors, il faut faire attention à ce genre d'amalgame un peu foireux parce qu'à ce compte-là, malheureusement, il va rester juste les blancs pour parler des blancs, les bleus pour parler des bleus, les rouges pour parler des rouges, les femmes pour parler des femmes. Et on voit déjà ça beaucoup dans les médias, dès qu'il est question des chambres d'écho. du féminisme, par exemple. Ce sont des débats entre femmes, généralement, lorsqu'il est question. Par contre, lorsqu'on parle des hommes, là, il y a des hommes et des femmes autour de la table. Bien sûr. Il faut dire ça. Je remarque ça aussi. Mais là, je ne veux pas aller dans la légèreté. La question dont on parle est grave. Non, mais c'est ça, oui. Mais je pense que l'état de droit, ça demeure important. Puis je veux dire une chose, là, c'est une juge, puisqu'on veut aller sur ce terrain-là, qui dit que le témoignage n'est ni crédible ni fiable et qui est probablement en train de prononcer un verdict de non-culpabilité. En regard du droit, ça ne veut pas dire que ces jeunes hommes-là, s'ils sont déclarés non coupables, ils n'ont pas commis de gestes répréhensibles. Ça veut dire qu'il a été impossible d'en faire la preuve hors de tout doute raisonnable. En regard du droit, ça voudrait dire qu'ils ne l'ont pas fait, Nick, par contre. Tu as raison. En fait, ils vont avoir été déclarés non coupables. Ouais. Mais on peut toujours présumer qu'il a subsisté une zone grise et puis penser, nous, en notre fort intérieur, qu'ils sont coupables quand même. Ça, c'est en regard de la justice, ils ne seront plus coupables. Rapidement, Nick, tu veux revenir sur l'entrevue de Leslie Roberts hier à l'émission de Francis Gosselin. En fait, j'introduis le tout, là. Il y a eu la fête de la Saint-Jean au Parc Maisonneuve le 24 juin. Antoine Bertrand a prononcé un discours patriotique qui a fait le tour du Québec. Il a donné des entrevues par la suite. C'était vraiment un discours senti dans lequel il vantait les mérites de la musique québécoise, se concentrant exclusivement sur la musique francophone. Et Leslie Roberts, qui est un membre assez influent de la communauté culturelle anglophone à Montréal, lui, de façon très polie là, et très calme, il est sorti dans les médias avec une lettre ouverte notamment, et hier à l'émission donc de Francis Gosselin en disant c'est dommage parce qu'il y a des artistes au Québec qui sont anglophones qui ont contribué à la musique québécoise. Et là, il nommait Leonard Cohen, qui, je dois quand même le préciser, et Francis Gosselin le fait aussi hier en présence de l'invité, ne s'est jamais présenté comme un Québécois. Quand on lui demandait « Est-ce que vous êtes Québécois? » Leonard Cohen, il disait « Je ne suis pas un Québécois, je suis un citoyen du monde. » Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, il disait « Je suis un Montrealer aussi ce qui est une posture assez classique chez les Anglo-Montréalais qui, lorsqu'ils voyagent à Toronto, se rendent compte qu'ils ne sont pas tout à fait Canadiens comme ces Canadiens-là, mais qui ne se sentent absolument pas non plus Québécois comme Antoine Bertrand. Il ne faut pas prendre le monde pour des imbéciles. Ils n'ont jamais essayé de le faire. Leslie Roberts, en fait, avant d'être en entrevue chez Francis hier, a écrit un texte dans la presse. Le texte s'appelle « La voix anglophone fait partie de l'âme musicale du Québec ». On ne peut pas vraiment s'obstiner contre ça. C'est vrai. Monsieur Roberts, là, pour ceux qui ne savent pas de qui on parle, il est connu notamment comme présentateur de nouvelles et animateur à CTV. C'est un journaliste. Et lui, ce qu'il dit globalement, c'est qu'il a vu Shania Twain chanter ou parler en français au Festival d'été de Québec, puis ça a été un moment de communion extraordinaire et on ne devrait pas laisser tomber les Anglos dans notre représentation de nous-mêmes au minimum musical. Puis là, il fait le lien avec la Saint-Jean et puis il rappelle qu'Antoine Bertrand, tu te souviens, Rémi, c'était un discours fait de bouts de phrases tirés de chansons québécoises. Il y avait quand même un petit bout de phrase en anglais de son nom m'échappe, celle qui fait fureur en ce moment, Charlotte Cardin. Charlotte Cardin. Oui, c'est ça. Il y avait tout de même ça. Mais évidemment, Charlotte Cardin, il n'y a pas vraiment de doute sur sa québécitude, même si elle chante en anglais. C'est à l'évidence quand on l'écoute parler, ne serait-ce que par là, une Québécoise. Là, on met les deux pieds dans le bazar, le marché aux puces tout croche
de la question identitaire québécoise, du nous québécois, de notre immense difficulté, nous, comme Québécois, Canadiens, Français, francophones, sortez l'extrait d'Elvis Gratton là, du Québec, notre immense difficulté à savoir qui nous sommes et qui on accepte dans la tribu et qui n'obtient pas le sceau d'approbation. Et de l'autre côté, les Anglos qui prennent un malin plaisir à nous entretenir là-dedans, mais qui savent très bien de qui on parle quand on parle de The Québécois. Pour eux, ce sont les Canadiens français du Québec, The Québécois. Ils ne se diront généralement pas Québécois de cette façon-là. Nous, on a voulu se construire une identité nationale québécoise, comme si le Québec était un pays. Quiconque vit ici est québécois. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça n'a pas réussi comme ça. Et la meilleure façon de poser la question que pose M. Roberts, ou d'y répondre, lui, il dit, à la Saint-Jean, j'ai trouvé qu'il manquait un bout de phrase de Leonard Cohen. Ben, Cohen était-il un Canadien français? Je vais le dire comme ça. Bien sûr que non. Et en date d'aujourd'hui, un Québécois, malheureusement, diront certains, pour l'essentiel, c'est encore beaucoup le Canadien français. Cohen était Québécois de code postal, c'est un ami du Québec, c'est quelqu'un qui a vécu à peu près toute sa vie ici, qui nous connaît bien, qui comprenait les codes, la culture, mais il ne lui aurait jamais traversé l'esprit de se dire Québécois comme quelqu'un qui a grandi en regardant Patoff, puis Monsieur Tranquille, puis Bobino, et puis qui est allé à l'école en français, puis qui connaît par cœur tout notre show business, nos auteurs, nos philosophes, nos journalistes, et ainsi de suite. Il ne faut pas prendre le monde pour des cons. Alors, je termine là-dessus. La fête nationale du Québec, là, la Saint-Jean-Baptiste, historiquement, c'était la fête des Canadiens français. Ça demeure aujourd'hui la fête du Québec francophone globalement, un peu plus que de l'ensemble du territoire québécois. Il suffit d'aller voir dans le West Island ce qui se passe le 24 juin. Il ne se passe rien. Bon, il ne se passe pas grand-chose. On ne fête pas ça fort, la Saint-Jean, parce qu'on considère que c'est la fête des Canadiens français. Alors, arrêtez de nous taper sur la tête en nous disant « Chantez en anglais pendant la Saint-Jean ». On chantera en anglais si ça nous tente. Avec Charlotte Cardin, peut-être. On pourrait même inviter Leonard Cohen, s'il était encore en vie, ou quelqu'un d'autre. Mais il aurait suffi qu'il se dise québécois, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Finalement, on tourne en rond, là, vraiment. Mais on joue là-dessus. Non, mais on se dit québécois parce qu'on demeure au Québec, mais on sait fort bien qu'on n'est pas québécois autant que quelqu'un qui s'appelle Rémi Villemur ou qui s'appelle Pierre Curzi, Marie-France Bazot ou Daniel Johnson aussi. Là. Il y a plein de... Moi, quand je parle des Canadiens français, je ne parle pas de la génétique, là. Je parle des gens qui se sont intégrés à ce tronc culturel majoritaire-là du Québec. T'sais. Cohen n'était pas là-dedans. Et puis Shania Twain non plus. Merci, Nick Payne. On s'en reparle demain. Bye bye.